Donc avec Patrick, on va essayer de vous parler de la manière dont est organisée en France tout ce qui concerne la sécurité civile. Alors c'est un domaine qui est assez vaste. Je ne rentrerai pas dans des détails d'organigramme et autres, on va rester sur les grands principes et puis voir le mode de fonctionnement et d'interaction de tous ceux qui concourent à la sécurité civile et voir aussi que finalement chacune d'entre vous a un rôle à jouer. Alors, si on parle de sécurité civile, on va d'abord parler de la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises. Direction générale du ministère de l'Intérieur, création assez récente, puisqu'elle a été créée il n'y a même pas une dizaine d'années. Et ce qui était intéressant là, dans cette création, c'est qu'effectivement, on faisait une direction générale, parce qu'on incluait une direction des sapeurs-pompiers, mais surtout ce qu'il y avait, c'était, on rajoutait la gestion des crises. C'est-à-dire qu'on rentrait dans une autre logique, et ça, c'était une demande qui était expresse du secrétaire général de la Défense nationale, c'est qu'il fallait absolument, dire que nous rentrions dans un système dans lequel la gestion de crise était institutionnalisée. Et donc, on a créé cette direction générale qui était chargée donc, au ministère de l'Intérieur de tout ce qui concerne la gestion des crises et des accidents de la vie courante, qu'ils surviennent chez nous ou qu'ils surviennent à l'étranger. Alors, quand on rentre un peu plus dans le détail, c'est un travail effectivement important d'évaluation, de préparation, de coordination, de mise en œuvre des mesures de protection et d'information et d'alerte des populations. Donc on voit qu'il y a un vrai travail qui est fait et qui est un travail de recherche de manière à ce qu'on ait une véritable doctrine et que cette doctrine puisse évoluer au fur et à mesure que les choses évoluent, c'est-à-dire à la fois que le risque bouge, mais aussi que les moyens dont nous disposons s'améliorent tout le temps. Donc il faut en permanence essayer de faire en sorte qu'on puisse augmenter la capacité, la réactivité et l'efficacité du système en fonction à la fois de l'évolution du risque, mais aussi des moyens. Mais c'est aussi une direction qui, au-delà de l'aspect purement conceptuel, a deux rôles. C'est qu'elle gère directement un certain nombre de moyens, et je reviendrai dessus, et c'est elle qui a en charge, donc, entre autres, le centre interministériel de crise de Beauvau, dont on entend parler un certain nombre de fois dans les médias. La direction elle-même, c'est pas une très très grande direction, 2500 personnes, ce qui est assez faible, surtout que la plupart sont en fait répartis sur le territoire national et ce sont des moyens opérationnels. En revanche, ce qui est hyper important, c'est qu'on a deux structures. Le COGIC d'abord, qui est une structure chaude, qui fonctionne 24 heures sur 24 et qui est en liaison en permanence avec l'ensemble des préfectures et d'un certain nombre d'interlocuteurs, de manière à être en mesure d'armer instantanément une première cellule de crise. Ça, c'est une réponse quotidienne qu'on sait faire. Et puis derrière, il y a le CIC. Et le CIC, c'est aussi à la Direction générale de la sécurité civile et de gestion des crises, à la fois de l'armée et d'être en capacité, de le faire fonctionner. Je reviendrai après sur le CIC, c'est un point important de notre système. Ce qu'il faut bien voir, et lorsque je disais un effectif assez faible, 2500 personnes, c'est simplement parce que, en réalité, tout ce qui concerne la sécurité civile est une politique qui, par nature, elle est partenariale et largement partagée. C'est-à-dire, il y a l'État, il y a aussi un rôle considérable des collectivités locales et aussi de toute la société civile à travers toutes les associations qui sont agréées auprès de la sécurité civile. Alors, si on veut parler un petit peu des moyens et des personnels,
avec laquelle nous travaillons, il faut d'abord parler des sapeurs-pompiers. Alors les sapeurs-pompiers, pour vous donner les chiffres, c'est 239 000 sapeurs-pompiers départementaux, 239 000. Et sur ces 239 000, vous avez 197 000 qui sont des volontaires et 41 800 qui sont des professionnels. Donc vous voyez bien que déjà que l'organisation de notre système repose fortement sur des citoyens qui se sont engagés volontairement. Bon, s'ajoute à ça 13 000 militaires de la BSPP qui couvrent Paris, et puis 1300 sapeurs-pompiers, marins-pompiers, de la brigade des sapeurs-pompiers, du bataillon, pardon, des sapeurs-pompiers de Marseille, qui couvrent Marseille, pas le département des Bouches-du-Rhône, mais l'agglomération marseillaise. Ce sont deux particularités qui sont dues à l'histoire. Paris, ça a été l'époque napoléonienne. Marseille, ça a été plus récent. Et chaque fois, c'était une réaction, en fait, de l'État face à un système qui n'a pas été en mesure de répondre à ce qu'on attendait. Et donc, à l'époque, la réaction était on confie ça à l'armée. Mais pour vous parler des sapeurs-pompiers, je vais passer la parole à Patrick. Il est quand même mieux placé que moi pour vous en dire plus. Oui. Alors, il y a un point, et par rapport à ce que disait Jean-Paul, dans le cadre, en fin de compte, de la sécurité civile, hein, on en parlait ensemble, sécurité civile, c'est la même étymologie que sûreté. Et il y a une confusion souvent en France parce que beaucoup d'autres pays, en Europe notamment, parlent de protection civile, qui est beaucoup plus cohérente avec le fait de protéger les populations. Bon, par contre, je ne sais pas pourquoi la France a choisi ce terme. Néanmoins, il est peut-être un peu moins approprié à notre métier. Les sapeurs-pompiers, nous sommes je dirais, le secours du quotidien en réalité. 90% de notre activité opérationnelle de terrain que vous voyez quand vous avez appelé des secours font le cœur de notre métier. Mais dans le cadre de la sécurité civile d'une part et de la gestion de crise, on ne représente qu'une partie d'un système. C'est-à-dire que quand on va vers les crises, il y a une montée en puissance sur la crise, il y a une action sur laquelle nous allons intervenir sur une petite partie, et après il y aura un continuum qui se fera sans les sapeurs-pompiers. Donc il faut recontextualiser la chose pour dire nous sommes un acteur du secours et de la sécurité civile, mais ponctué dans le temps. Pourquoi ? Et c'est cohérent parce que justement, d'une part, on a un métier qui est passionnant, néanmoins qui est excessivement partagé. Nous ne sommes pas les seuls à faire de la sécurité et nous sommes aussi quelque part aussi le bras armé de la sécurité civile pour avoir une cohésion territoriale qui est très spécifique à la France avec ses pompiers professionnels et ses pompiers volontaires. Un des points d'origine, c'est le Code des communes en 1884 qui a dit que chaque maire devait assurer la protection des personnes, des biens et de l'environnement. C'est un peu ça la grande origine. Et donc, chaque maire a voulu se regrouper et constituer une petite caserne de pompiers en réalité. Et après, vu les coûts que ça représentait, ça a augmenté. Et quand la charge était trop importante pour que l'engagement civique de la personne dans son village devienne incompatible, même à l'époque, devienne incompatible avec son métier, sa vie privée, d'autant plus maintenant, d'autant plus que là, je reviens sur un des points que Jean-Paul a dit aussi, que représente l'adaptabilité en fin de compte de notre métier aux risques potentiels avérés, fait qu'on se spécialise de plus en plus. Et faire un métier qui représente une charge importante et avoir des spécialités qui demandent
du temps de préparation, du temps de formation et du temps d'entraînement important devient incompatible avec la notion du volontariat. Et c'est la raison pour laquelle, à un moment, notamment dans les sites urbains, on est arrivé sur un système de professionnalisation. Il faut savoir à peu près que le seuil entre le volontariat et le professionnalisme est à peu près de 2,5 à 3 opérations par jour. Alors on me dirait, ça représente rien. C'est rien, soit. Sauf que en France, vous avez un appel de secours tous les 6,7 secondes. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer ce que ça représente. Ce qui fait que, si je prends l'exemple d'une ville comme Lorient, qui fait à peu près 6-7 000 opérations par an, en moyenne, vous avez des opérations qui peuvent aller de 5, 7, 9, 10 par jour. Donc ça, c'est bien compatible. C'est pour ça qu'il y a eu la professionnalisation qui s'est faite. Quand, après, il y a peut-être d'autres orientations que je ne connais pas. Et là, je passerai la parole à Jean-Paul pour savoir s'il a une autre vision là-dessus sur le professionnel et le volontaire. Mais moi, j'avais repéré cette chose-là. Non, mais je pense aussi... Alors, c'est en partie une spécificité française. Parce que les sapeurs-pompiers professionnels dont on parle sont des fonctionnaires territoriaux. Mais vous voyez bien que l'organisation, elle est étatique. Donc en réalité, quand j'étais directeur général de la sécurité civile, je ne commandais aucun pompier. Je n'avais d'autorité sur eux que de travers des préfets, qui, eux, au niveau départemental, ont la main. Donc c'est un système qui est un peu particulier. Le deuxième aspect particulier du système français des sapeurs-pompiers, c'est la différence d'un certain nombre de pays. Nous, on a inclus le secours à personne. Et le secours à personne, aujourd'hui, c'est 90%, 78% de l'activité des sapeurs-pompiers. Donc on voit bien que, entre le métier d'origine qui était l'incendie, à l'activité principale, on a ripé sur tout un tas de choses, mais c'est un système qui marche. Beaucoup de pays ont des systèmes qui sont différents et ont bien séparé les choses. La deuxième particularité que nous avons, nous, sur notre système de sapeurs-pompiers, c'est que vous prenez un volontaire ou vous prenez un professionnel, la formation est la même. C'est-à-dire, c'est pas parce que quelqu'un est un bénévole, qu'il vient là, qu'il a une formation qui est différente. On ne peut pas rentrer dans une logique qui consiste à dire, ben voilà, au fin fond de la Creuse, on n'a que des volontaires et on est moins bien secouru qu'ailleurs. Donc, le choix qui a été fait, c'est de monter le niveau de formation de manière à ce que tous soient à un même niveau de formation et puissent délivrer la même qualité de secours par rapport aux citoyens qui en ont besoin. Alors ça aussi, c'est une particularité qui fait que, comme le dit Patrick, le sapeur-pompier, ça prend un temps énorme entre l'égard des interventions et toute la partie formation. Ce sont des gens qui donnent beaucoup de leur temps au service d'incendie. Et alors, l'avantage qu'il y a par rapport à cela, c'est que néanmoins, on a une richesse dans ce volontariat qui est énorme, parce qu'on récupère et on capte l'ensemble des compétences professionnelles de leur métier en réalité. Et cette diversité nous amène à avoir une richesse interne plus ou moins utilisée, mais dont on doit être toujours très vigilant parce que justement, des fois, on a une ressource méconnue et utilisable pour faire autre chose. Soit dans le cadre de la formation, soit dans les cadres de nos spécialisés. Moi, je connaissais des professeurs de l'IUT, notamment hygiène et sécurité de Lorient, que nous avions, nous, en experts, qui est une autre partie des populations que l'on peut avoir, par leurs compétences ou leur appétence chimique. Notamment parce que là, on vous a parlé du risque courant, en réalité, mais quand on rentre dans le risque particulier, c'est-à-dire quand on cible en réalité le risque, ou quand on est en limite avec la crise, il nous faut des appétences et des compétences plus pointues que ce que nous utilisons au quotidien. C'est la raison pour laquelle on peut aller chercher des juristes, des psychologues, des chimistes ou autres,
des pharmacologues, un ensemble de compétences qui nous permettra d'aller, je dirais, plus finement dans le travail qui nous est demandé, dans le cadre, en fin de compte, d'une opération sur laquelle nous avons la tutelle hiérarchique du directeur des opérations de secours, qui est en général soit le maire, si le cantonnement est petit, soit le préfet. Souvent, c'est le préfet parce qu'on va très vite quand on est en crise dans un système un peu plus complexe et sur lequel il faut apporter des appétences et des compétences plurielles. La particularité, c'est que en plus de cela, le directeur, et donc Jean-Paul a été directeur des opérations de secours. Je me rappelle c'était assez humoristique, où on s'était retrouvé sur un incendie de hangar quand je venais d'arriver à Lorient. C'était assez amusant de se le remémorer maintenant. Et donc, ma compétence à moi, c'est d'être commandant des opérations de secours. C'est-à-dire que moi, je coordonne et je gère. Par contre, la direction est validée par le directeur des opérations de secours. Et ça, c'est très important, cette coordination, cette articulation, pour que justement, le technicien reste à ta place de technicien et que la direction, nous, on lui apporte les informations pour qu'il puisse prendre la meilleure décision possible, mais avec le recul, parce que un commandant des opérations de secours sur une opération, lui, va gérer, va être en coordination, et c'est lui qui peut être pilote de pompiers, mais de gendarmes, ou d'autres personnes qui vont intervenir sur l'opération pour coordonner tout cela. Par contre, un directeur des opérations de secours, lui, va avoir une autre sphère de compétences et une autre sphère de contact qui va être supra-opérationnelle, et lui qui doit pouvoir être capable de voir l'opération, mais l'après-opération. Et c'est bien pour ça que le commandant, lui, se cantonne à son opération et que le directeur, lui, va se projeter plus loin. C'est quand même particulièrement important et intéressant de mesurer cette articulation et cette cohérence qui doit être faite, parce que en plus, il faut rajouter des fois les directeurs d'établissement, les élus. Il peut y avoir des fois des associations qui viennent en plus dessus. C'est des fois de plus en plus complexe, quoi. Et donc, il y a la sphère médiatique, la sphère politique et la sphère opérationnelle. Et il faut faire avec ça, surtout quand là, on parlait de secours à personne, c'est vrai, c'est une spécificité française, et c'est des opérations de courte durée, mais quand on est sur des opérations de longue durée, ce qui peut arriver, on amène à gérer notamment tout ce qui est presse d'une manière très très différente. Et ça, là aussi, je crois que tu es plus à même que moi d'en parler. Alors, je vais, si vous voulez bien, terminer avec les moyens avant de parler de la manière de fonctionner au plan territorial. Donc, sapeurs-pompiers, vous voyez, c'est la grosse masse. D'abord, c'est ceux qui font eux et qui font un travail, il faut reconnaître, qui est quand même assez remarquable. Mais après ça, on a quand même aussi toutes les associations agréées de sécurité civile. Ça représente à peu près 100 000 personnes, dont près de 13 associations nationales de sécurité civile qui sont agréées. Quand vous voyez la Croix-Rouge, l'Ordre de Malte, la protection civile, etc., ce sont en fait des associations qui font soit du secourisme, pour une grosse partie de ces 100 000, à peu près 60 000 secouristes qui sont des secouristes qui sont formés, c'est ceux que vous voyez agir sur le terrain, etc. Et c'est bien le ministère de l'Intérieur qui donne l'agrément aux différentes associations de secouristes. Ce n'est pas le ministère de la Santé. Et ça, c'est historique. Donc on a un travail de fond avec eux, hyper important parce que ils jouent un rôle extraordinaire, parce qu'effectivement il y a la partie secourisme, et puis il y a aussi toute une autre partie qui est moins visible. C'est tout ce qu'ils apportent lorsqu'on est dans une situation de crise importante. L'aide à la personne, l'organisation de couchage, l'organisation de repas, l'écoute, l'accueil des gens, etc. Ils ont un travail complémentaire qui est considérable. Et quand je reviens, parce que pour moi c'est vraiment quelque chose d'une spécificité hyper importante, c'est que sécurité civile, c'est quand même le concours d'un tout un tas de moyens et d'un tas de gens.
Mais je vais continuer aussi pour parler de ça, des sapeurs-sauveteurs. Alors, on a aussi spécificité chez nous, c'est que on a des militaires mis à disposition par le ministère des Armées, et payés par nous, et qui forment en fait 3 unités, qui sont Nogent-le-Rotrou, Brignoles et Corté, qui sont des unités militaires qui ne font que cela. À la différence des sapeurs-pompiers territoriaux, eux, ils se sont spécialisés sur des domaines qui ne nécessitent pas une intervention immédiate. Par exemple, tout ce qui est feu de forêt, tout ce qui est tremblement de terre, tout ce qui est chimique. Là, ce sont des unités qui sont très spécialisées, qui sont en capacité d'intervenir rapidement parce qu'elles peuvent être transportées soit par avion, soit par hélicoptère, en fonction de l'urgence et de comment les choses se passent. Au-delà des sapeurs-sauveteurs, il y a des établissements de soutien logistique, parce que tout ça suppose effectivement, on l'imagine bien, à la fois un entretien de matériel et des stocks considérables. Il y a 300 démineurs. 300 démineurs, ça c'est quelque chose qui est qui est moins connu. C'est que c'est effectivement la sécurité civile qui assure la grande majorité des interventions concernant les explosifs. Alors ça peut être à la fois tout ce qui est découverte d'un colis suspect, etc., etc. Et historiquement beaucoup, ça a été l'élimination de tous les explosifs issus en particulier de la Première Guerre mondiale. Alors on se dit, 1918, c'est loin. Pour vous donner un chiffre, chaque année, ils réussissent quand même à enlever plus de 500 tonnes de munitions et à les détruire. Et dans tous ces départements qui ont été l'objet de combats, etc., on a quand même plus de 100 ans après, on continue à récolter des munitions qui sont enfouies sur terre, qui remontent, etc., et on les détruit. Donc c'est encore un travail qui est considérable, qui est fait et que l'on voit peu, mais qui est un travail assez fabuleux des démineurs de la sécurité civile. Et puis j'arriverai à la composante qui est la plus connue, ce sont les avions et les hélicoptères. D'abord, si on prend les avions, il y a une grosse base de la sécurité civile qui est à Nîmes-Garon, où on a tous les hélicoptères qui sont destinés à la lutte contre les feux de forêt. Alors actuellement, on a une flotte qui est de 12 Canadair. Alors les Canadair, vous savez, c'est les pélicans, ces appareils qu'on voit à la télé qui descendent sur un plan d'eau, aspirent de l'eau et repartent et peuvent la larguer. Ensuite, on a 7 Dash. Alors les Dash, c'est des avions qui sont en fait multimissions, qui peuvent faire soit du transport de personnel, soit du transport de matériel, du fret, soit être transformés en bombardiers d'eau. La différence avec les pélicans, c'est que eux, on les remplit, il faut qu'ils atterrissent. Donc on les utilise beaucoup pour tout ce qui est largage de dispositifs, vous voyez, des trucs à la télé, quand vous avez un grand nuage rouge de retardant, c'est eux qui font ça en général. Enfin, on a 3 Beech qui sont des avions de transport et de surveillance, c'est les petits. Et puis, il y a les hélicoptères. 21 bases d'hélicoptères, 400 appareils. Les hélicoptères, vous connaissez, il y en a une base à Lorient, c'est les hélicoptères jaunes et rouges, que l'on voit tout le temps dans le ciel de France. Donc vous voyez des moyens quand même qui sont, alors, et là tout ça c'est les 2500 personnes dont je vous parlais, des moyens qui sont quand même importants et en particulier qui permet d'avoir un panel de moyens d'intervention qui est quand même hyper intéressant. Je ne reviendrai pas sur le COGIC, dont je vous ai parlé déjà, et puis la cellule interministérielle de crise de Beauvau, même s'il faut bien voir que cette cellule de crise, elle est sous l'autorité du Premier ministre, pilotée par le ministère de l'Intérieur. Elle a été conçue de manière à ce que, en réalité, le Premier ministre pourrait désigner n'importe quel ministre pour gérer la crise.
la cellule de Beauvau est en capacité de l'armée de réagir. C'est-à-dire, on peut fonctionner au service de n'importe quelle situation de crise. Et pas uniquement des choses qui sont spécifiques au ministère de l'Intérieur. Parce que au ministère de l'Intérieur, on a des crises qui sont très différentes. Ça peut être une crise de sécurité civile qui n'importe, on voit bien, catastrophe ou autre. Mais les grosses opérations d'ordre public aussi, des crises. Ils peuvent aussi se gérer à partir de là. Et pendant tout le Covid, tous les épisodes, Beauvau, je veux dire, fonctionnait de manière à assurer une articulation entre les différents ministères. Même si aujourd'hui, tous les ministères quasiment ont monté leurs propres cellules de crise, leurs propres... se sont armés de manière efficace pour beaucoup d'entre eux. En particulier, moi, j'ai beaucoup travaillé avec celui du ministère des Affaires étrangères, qui est un ministère qui fonctionne beaucoup parce qu'il surveille en particulier tout ce qui est événements à l'étranger, pour être en capacité de réagir à des demandes de Français qui sont à l'étranger dans ces pays-là. Donc, voilà ce que je voulais vous dire sur cela. Alors là, vous avez sur la diapo un peu l'implantation territoriale. Vous voyez quand même que l'implantation territoriale qui est importante et qui couvre également, bien entendu, tout ce qui est l'outre-mer. Il y a une autre spécificité peut-être que tu n'as pas évoquée et qu'il semble intéressant de parler, c'est que quand on préparait la conférence avec Jean-Paul, tu me disais que le système de la sécurité civile était un système réellement déconcentré. Et quelle en est la raison? C'est que notre articulation se fait soit à l'échelon local, soit à l'échelon national, et entre l'échelon local et l'échelon national, il n'y a qu'un intermédiaire. La région, dans notre métier, n'existe pas. On parle directement de zone de défense. Alors tout le monde ne sait peut-être pas ce que c'est qu'une zone de défense. C'est une répartition, je vais vous montrer la carte, c'est une répartition en réalité géographique de la France qui correspond à l'identique aux zones de défense de l'armée, des armées en réalité. Ce qui fait qu'on a une répartition et qu'on organise en fin de compte notre secours en montée en puissance pour les sapeurs-pompiers sur le même territoire et la même articulation avec la même hiérarchie que la zone militaire. Et il y a une synergie en réalité sur les zones militaires et les zones de sécurité civile pour pouvoir s'organiser pour monter en crise. C'est-à-dire, et là, je vais laisser Jean-Paul en parler un petit peu parce que c'est un point relativement important aussi de voir que en général, on a un système géographique qui est différent de celui administratif et politique français. C'est-à-dire que globalement, et ça, c'est quand même quelque chose de très particulier, l'État et le gouvernement politiquement a modifié des régions administratives françaises, ça n'a pas eu d'impact sur les régions militaires. Et donc nous, notre organisation n'a strictement pas bougé, alors que les régions administratives, elles ont bougé. Oui, alors, petite explication quand même dans le fonctionnement. Donc, comme vous l'a dit Patrick, quand on part du départ, c'est le maire qui est le directeur des opérations de secours pour ce qui concerne sa commune. Lorsque plusieurs communes sont impactées ou que la catastrophe dans une commune est très importante, le préfet prend la main. Et c'est lui qui gère. Ensuite, il y a l'échelon au-dessus, ça va être la zone de défense. Mais j'aurai un truc, le maire, le préfet restera, quoi qu'il arrive, toujours le directeur des opérations de secours dans son département. Il n'y a pas d'échelon qui prendra sa place. Lorsque on parle de la zone de défense, et c'est vrai qu'il y a vous avez vu cette organisation, c'est en fait la défense. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, on a décidé de faire coïncider les zones de défense civile et les zones de défense militaire. Parce que dans cette idée que l'on avait à une époque, soit
soit de conflits armés ou autres, mais aussi de moyens technologiques tombants de manière à ce que Paris n'était plus en lien avec tout le monde. On a conçu les zones de défense de manière à ce que, d'une manière autonome, le préfet de la zone de défense et le général commandant de la zone de défense militaire puissent travailler ensemble pour essayer, au plan de la zone de défense, d'apporter des solutions, dire, aux problèmes qui étaient en cours. Ce qui fait que, quand on regarde les textes en particulier, les préfets de zone de défense ont une très grande latitude pour s'organiser dans leur zone de défense. Et en fait, on a un système donc, qui cherche à s'adapter le plus possible à l'organisation locale, aux spécificités locales. Donc ça, c'est une particularité, mais qui est extrêmement importante parce que, à tout moment, les armées sont en capacité de nous apporter une aide. Et donc nous, dès qu'il y a un besoin, on n'hésite pas à rentrer en contact avec les défenses pour demander qu'ils viennent nous appuyer avec un certain nombre de moyens spécifiques, mais aussi, je dirais, en déployant des hommes et autres. Donc ça, c'est un point qui est hyper important. Et quand on regarde au-dessus, au niveau national, en fait, comment vont fonctionner les choses? Le préfet, dans son département, il gère son truc. Et puis, à un moment donné, il a besoin de moyens. Donc, il ne va pas les chercher, il va appeler la zone de défense et dire à la zone, moi, j'aurais besoin de ça, de ça, de ça et de ça. Et le rôle de la zone, c'est d'aller chercher les moyens et de les lui envoyer. Et il les prend et c'est lui qui va les diriger. Le niveau national fait exactement la même chose. C'est-à-dire que le niveau national, lui, a ses moyens propres et les zones de défense demandent « j'aurais besoin d'eux ». Et donc le niveau national va amener des moyens de manière que la zone puisse les renvoyer sur le département et que le préfet qui est en charge de la gestion de la crise ait tous les moyens dont il a besoin. Donc ce rôle est hyper important parce que ce n'est pas uniquement, je veux dire, des moyens matériels qu'on amène. On peut aussi amener tout un tas de compétences humaines. On peut lui envoyer des gens pour renforcer les équipes de gestion de crise, on peut lui envoyer des spécialistes, on peut lui envoyer des gens parce que faut imaginer un département, je veux dire, qui a une crise qui dure, ça use. Donc il faut avoir du monde derrière. Il les a pas, on les lui amène. Donc on est un système dans lequel il y a une espèce de substitution qui joue et qui permet d'apporter en même le plus rapidement possible quelque chose d'efficace à celui qui est dans la gestion quotidienne. Donc ça, c'est un point qui est important et qui est aussi un mode de fonctionnement qui est un peu original chez nous, dans notre pays, où dans le fond, pour une fois, le niveau national ne prend pas la main directement sur les choses. Alors, quelles peuvent être les orientations, je veux dire, que veut jouer, c'est qu'à un moment donné, on peut avoir une intervention parce qu'à un moment donné, il y a peut-être des choix à faire. Et les choix, ça relève du niveau politique. On peut imaginer qu'on ait une catastrophe qui est particulièrement étendue, qu'on a des moyens qui ne permettent pas de faire face à tout. Donc s'il faut les prioriser, ça devient un choix politique, il n'est plus celui du préfet. Et là on dit, ben voilà, on va faire effort sur tel truc, et après sur tel point. C'est vrai aussi, d'ailleurs, quand on parle de gestion de crise, et en particulier dans une partie qui est hyper importante, je veux dire, qui est le retour à la normale, mais ça c'est un autre sujet qu'on pourra peut-être évoquer si vous le souhaitez tout à l'heure. Donc, voilà notre système territorial avec cette particularité, c'est que les préfets sont toujours seuls, sauf le préfet de zone de défense, qui est un préfet délégué à la zone de défense et qui va gérer pour son compte tout ce qui concerne la zone de défense. Donc le préfet de la zone de défense reste préfet de son département, mais il a un préfet délégué qui va prendre en son compte tout ce qui concerne la zone de défense. Le côté militaire, on ne s'en occupe pas, mais c'est vrai que du côté civil, on a articulé un certain nombre de choses concernant aussi bien la police nationale que la gendarmerie nationale, de manière à pouvoir effectivement avoir une gestion zonale de
de ce type d'effectifs en capacité d'intervenir. Il y a toute cette partie-là qui est intéressante, sachant que là, on commence à toucher la crise, et la crise tant sur le plan national, mais c'est vrai que la sécurité civile a cette particularité, notamment avec ses unités spécialisées, de pouvoir prêter main forte, soit en Outre-mer, soit à la demande d'autres pays, pour pouvoir intervenir. Et j'ai voulu vous montrer, nous avons voulu vous montrer cette activité opérationnelle qui permet de voir un petit peu que la France intervient aussi pour d'autres pays. Hein. Il y a Madagascar, je crois, qui est là. C'est pas très très clair, je suis un peu désolé. Mais ça montre qu'en réalité, la France a cette capacité d'aide, d'appui et de projection, et que la sécurité civile a un rôle quand même particulièrement important dans le cadre de la gestion de crise, bien entendu, mais dans le cadre des relations internationales. Est-ce que tu peux nous parler de ce point qui me paraît particulièrement essentiel pour dire que notre sécurité civile est un modèle, mais un modèle qui sait aussi se projeter? Alors ça, c'est aussi quelque chose qui est important, c'est que en fait, la sécurité civile est un formidable vecteur de relations internationales. Quand vous aviez le... Tu peux repasser le truc du départ, non? Ouais. Ça, c'est un insigne international. Tous les sapeurs, sauveteurs, portent le même insigne. Et quand vous portez cet insigne-là, vous rentrez dans une espèce de grande corporation qui est celle des secouristes. Et toutes les portes vous s'ouvrent. Pour vous donner comme exemple, sur l'année dernière, nous sommes intervenus en Ukraine. Alors, pas dit en Ukraine directement, mais je veux dire pour l'apport de moyens, y compris de moyens de défense incendie, Madagascar, le Pakistan, le Qatar. Et la Grèce, pour les feux de forêt. Mais en retour, alors qu'on a eu une saison feu de forêt qui a été particulièrement pénible, on a reçu le soutien de l'Allemagne, de la Grèce, de l'Italie, de la Suède, de la Pologne et de la Roumanie. Donc, la protection civile, terme utilisé par tous les départements, enfin tous les pays européens, ou sécurité civile, est un extraordinaire vecteur de solidarité internationale. Ça nous permet d'agir, mais ça nous permet aussi de recevoir l'aide des pays étrangers. Et l'Europe a développé un mécanisme avec un PC qui est opérationnel 24 aussi. Et lorsqu'un pays demande l'aide, c'est l'Union européenne qui va chercher et qui lui propose ensuite des pays qui sont volontaires pour venir aider le pays qui est concerné. L'Union européenne prenant à ce moment-là à sa charge une grande partie des frais. Et aujourd'hui, on est beaucoup dans cette... je crois que la France a beaucoup milité là-dessus pour que l'Union européenne s'empare aussi un peu plus de ces sujets-là, en particulier dans l'équipement des moyens d'intervention aériens. Moi, j'ai connu une époque où, quand on parlait de sujets avec l'Europe, on avait l'Europe du Sud, qui était très concernée par les sujets, puis l'Europe du Nord qui disait « c'est pas notre problème ». Bon. Aujourd'hui, le changement climatique tend à démontrer que ça devient leur problème. Et du coup, on a aujourd'hui une attitude qui est totalement différente de l'Europe, qui commence à investir dans des avions, à condition qu'effectivement qu'on poursuive, nous, cet effort d'aller aider chaque fois qu'un pays appelle les autres à venir lui prêter la main. Donc ça, c'est un point qui est très important. Et puis pour finir, moi je voudrais quand même rappeler quelque chose. Ce qui est écrit dans la loi de 1996 sur la sécurité civile, c'est que le premier acteur de la sécurité civile, c'est le citoyen. Et là, je pense que nous avons une marge de progrès assez considérable à faire en France.
On est quand même dans un des pays qui est les plus à la traîne en matière de formation au secourisme. En dépit du travail considérable que font les sapeurs-pompiers volontaires, on est quand même un pays où on a appris surtout à une chose, c'est à décrocher son téléphone et faire le 18 ou le 15. Et à regarder. Et ça, c'est quelque chose, je veux dire, qui devra forcément évoluer. Alors, je pense que l'État, en gros, on en est aussi en partie responsable. Parce qu'on a quand même passé notre temps à expliquer aux gens, dormez braves gens, on s'occupe de tout. À un moment donné, il faut reconnaître qu'on ne peut plus s'occuper de tout. Et qu'il faut que chaque citoyen, je veux dire, commence par se prendre en compte, lui et ses proches, lorsqu'il y a une catastrophe. Aujourd'hui, je suis sûr que vous pouvez rechercher autour de vous pour savoir est-ce que vous avez prévu d'avoir vos papiers dans une sacoche que vous pouvez emporter s'il se passe quelque chose. Est-ce que vous avez prévu un sac avec une couverture, des trucs comme ça? Non. Or, vous avez des tas de pays où c'est beaucoup plus rentré dans les mœurs. Et moi, je pense que ça fait partie des choses hyper importantes. Lorsque l'on a été lorsqu'à Paris, on a monté en 2016 un exercice qui s'appelait Sequana, qui était la crue de la Seine. 2016, vous voyez bien l'anniversaire de la grande crue de la Seine, 1910. Une crue qui a été très médiatisée parce que c'est la première fois dans l'histoire qu'on avait énormément de films, de photos, etc. Et donc, je veux dire, on en a parlé beaucoup. À l'époque, il y a eu un mort. 100 ans après, parce qu'on avait dit aux gens, c'est une crue centenale. Donc, 2010, tout le monde s'agite de nouveau. Et puis, il ne se passe rien. On dit, ben, c'est passé. Alors, première erreur, c'est que c'était pas une crue centenale, ça voulait juste dire que c'était une occurrence de 100 ans. Et qu'elle pouvait arriver plusieurs années de suite. Mais surtout, quand on a essayé de voir avec les gens, c'est que, les gens ont considéré que 2010 étant passé, on passe à autre chose, ça ne nous arrivera plus. Deuxième réaction, avec tous les progrès techniques, etc., c'est plus possible. En juin 2016, il y a eu une inondation dans Paris. Bon, et c'est pas parce que je suis parti à la retraite à ce moment-là. Il y a eu effectivement une inondation qui a fait que, je veux dire, tout a débordé. Alors, on n'était pas dans les trucs catastrophiques et tout, mais on a commencé à évacuer des gens, etc., etc. Et moi, je pense que ce qui est hyper important, et je terminerai là-dessus et je répondrai à des questions si vous en avez, lorsque l'on a fait cet exercice, on s'est rendu compte, en fait, que ça avait permis de mettre fin à un certain nombre de fantasmes. Exemple, un ministère qui m'avait dit ouais, nos archives, ouais, s'il faut, mais on pense que l'armée va venir pour les récupérer. Alors, on a dit que c'était non. On a un contrat avec la défense et 100 000 hommes. Donc, c'est non. Donc, on était, je dirais, tout un tas de trucs où on était sur des choses où on fantasmait complètement. Il faut, dans ces trucs-là, revenir à une réalité triviale, mais une réalité. Et puis, quand on creusait plus, on était dans le champ, et puis on disait, mais attendez, ça ne peut pas fonctionner. Prenons un exemple. Vous avez vu qu'effectivement, à Paris, mais comme ailleurs, je veux dire, les lignes électriques, on les a enterrées, parce que, je veux dire, c'est quand même effectivement plus esthétique. Sauf que, quand vous avez l'inondation, vous avez toutes les chances que vos lignes électriques, elles finissent par être inondées. Donc, coupure de courant. Bon, très bien. Coupure de courant, ça veut dire que vous n'aurez plus de téléphone. Puisqu'en fait, les relais, ils ont au mieux 48 heures d'autonomie s'ils ne sont pas alimentés. Donc, ça veut dire plus de liaison. Et puis, on peut aller plus loin. Vous n'avez plus d'argent, vous allez au distributeur automatique de billets, ça ne marche plus. Donc, on se retrouve dans un système dans lequel tout le monde est désemparé.
Sauf à ce que, je veux dire, on se prépare. Je veux dire, il faut que les gens, je veux dire, apprennent à se préparer personnellement, intellectuellement, qu'ils pensent à ce qu'ils peuvent faire. Il faut que les collectivités locales se préparent. Il faut que tout le monde se prépare à quelque chose qui peut ou ne pas arriver. Mais si ça arrive, si on est prêt, ça se passera quand même fortement mieux. Voilà. C'est ce que dit Jean-Paul à l'échelon national, à l'échelon global, c'est aussi vrai à l'échelon local en réalité, parce que l'histoire des téléphones, c'est arrivé en 1999 avec la grande tempête, notamment en Corrèze, qui a coupé toutes les lignes électriques et qui a fait qu'il n'y avait plus de communication. Les gens ne pouvaient plus se communiquer. On n'était pas à l'heure du téléphone portable comme aujourd'hui où tous les jeunes sont, et les vieux, hein, parce que les vieux sont pareils que les jeunes, en train de textoter et de regarder en permanence leur téléphone. Mais il y a aussi un point qui est essentiel, c'est que à l'échelon local, c'est la prise de conscience de vous tous, de nous tous, à être le premier acteur, ne serait-ce que avant de téléphoner pour appeler les secours, voir un peu ce qui se passe, parce que quand on est sur une action normale de secours, comme je vous disais, ça va. Quand on est en crise, tout le monde travaille, tout le monde est au front, et donc comme on est obligé de gérer les priorités, comme disait Jean-Paul, si vous ne vous prenez pas en main, et si vous ne connaissez pas votre voisin, si vous n'avez pas ce maillage territorial qui est de bon sens, mais qui permet d'asseoir une résilience de territoire, on n'arrivera pas à faire face aux crises de demain. Avec les enjeux qu'on a aujourd'hui, qui sont climatiques et environnementaux, qui n'étaient pas là hier, et qui font que maintenant, justement, les pays sont en train d'évoluer, donc l'esprit est en train d'évoluer. Donc il y a le global et avec l'Europe qu'il faut vraiment, dont il faut tenir compte réellement, et il y a aussi le local qui est particulièrement important. Voilà. Voilà, ben merci de votre Merci beaucoup. attention.